De vous retrouver pour votre rendez-vous de 15 h en direct pour votre émission, donc c'est le week-end. Le premier sujet de notre numéro vendredi sera consacré à une maladie médicalement qualifiée de démence, vu l'ampleur des dégâts qu'elle provoque chez le patient et les désagréments que subissent son entourage. Ensemble, nous essaierons de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et donner quelques conseils utiles pour aider à mieux la gérer. Rendez-vous Toubib est une nouvelle plateforme dont le but est de simplifier la prise de rendez-vous chez votre médecin, chez le médecin tout court, de votre choix selon votre lieu de résidence et vos besoins. Nous recevrons sa fondatrice pour tout nous expliquer donc sur son fonctionnement. Nous parlerons aussi d'un nouveau concept qui fait son apparition timidement dans notre société, celui donc de la conciergerie. L'exemple ce vendredi avec Solutions Conciergerie qui propose plusieurs services aux particuliers et aux entreprises. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre avec moi ce reportage de Anissa Bouzid qui s'est intéressée à la maladie d'Alzheimer. A tout de suite. Le 21 septembre est marqué par la célébration de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une pathologie dégénérative qui engendre un déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. La maladie d'Alzheimer, généralement, ça touche les personnes âgées. C'est comme ils ont des problèmes d'amnésie, des troubles d'oubli. Voilà. Vous connaissez des gens qui sont atteints par cette maladie? Oui, je connais des gens, oui. Ouais. Bah, ils sont constamment surveillés, ils ne sortent pas chez eux, ils sont constamment sous surveillance, ils ne bougent pas. Et des fois, il y a des personnes qui sortent et qui ne reviennent pas. Alzheimer, mais pas d'explication. Ils vous disent ça, ils n'expliquent pas d'où ça vient et à quoi ça sert. Pour le moment, il paraît qu'il n'y a plus de médicaments, il n'y a pas de traitement. Plus de 200 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d'Alzheimer et plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués. J'ai une tante, oui, ça a été une charge. Il a fallu deux femmes de ménage recrutées par la mairie. Oui. Elle a eu des enfants au Kharj. Ils ne pouvaient pas faire autrement. J'ai deux femmes de ménage de la mairie. Et elle faisait sur elle. C'est vraiment très dur. C'est une charge, c'est une grande charge pour la famille. Ils sont isolés de la société. Il faut constamment, en permanence, quelqu'un qui soit toujours présent avec eux. Et c'est vraiment dommage. Et pour cette maladie, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, c'est constamment, c'est l'entourage, c'est la famille qui s'en occupe. Et qui est très lourde pour la famille, pour le malade lui-même et l'entourage. Il compte près de 200 000 cas d'Alzheimer, 104 ans après sa découverte. Un médecin allemand dont elle porte d'ailleurs le nom, cette maladie reste inconnue pour beaucoup. Pour en savoir plus justement, j'ai le plaisir de recevoir Dr Belbachir Sid Ahmed, qui est donc médecin spécialiste dans les maladies de la mémoire, dont Alzheimer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avec vous sur le plateau, j'ai le plaisir aussi de recevoir Madame Samia Khadim, qui est donc à la base ingénieure informaticienne, mais aussi c'est la fondatrice et gérante de la plateforme Rendez-vous Toubib. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. La responsable de cette plateforme. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. On va les c'est pour ça qu'on a choisi de mettre sur le. Je commence avec le docteur. Comment peut-on dire que quelqu'un est atteint de la maladie d'Alzheimer? Je vais juste commencer par dire que le reportage qu'on a vu résume très bien les arrois se retrouvent les familles et l'incompréhension. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du système nerveux. Les neurones sont atteints, sont malades, sont détériorés de façon irréversible.
signes qui apparaissent à 5 ans sont les troubles de la mémoire. Les gens se plaignent de petits trous de mémoire. Instantanés ou comment C'est surtout sur des faits récents. Les anciens sont gardés en mémoire. La maladie commence à évoluer. Si on arrive à faire le diagnostic dès le départ, enfin, on consulte au moment où il y a des troubles de mémoire, on peut proposer à ce moment-là mémoire comme d'Alzheimer, donc les premiers symptômes apparaissent on peut avoir des troubles du comportement, on peut avoir des troubles de la parole, on peut avoir des troubles de coordination, etc. Puis la maladie, elle est réversible avec d'autres symptômes qui sont beaucoup plus compliqués pour le patient et pour l'entourage, les troubles du comportement, qui peut avoir l'agressivité, la déambulation. Justement, pour parler de ces, on va dire ces facteurs, pas déclencheurs, mais justement, alors, de facteurs déclencheurs, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans nos gènes et forcément, voilà, si les parents ont d'Alzheimer, on l'aura aussi, nos enfants l'auront aussi. Alors, il y a ce qu'on appelle un facteur de risque génétique. Dans la démence, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie génétique où là c'est transmis au niveau des gènes et ça touche, enfin elle apparaît beaucoup plus à un âge beaucoup plus vers l'âge de 35-40 ans. Et puis on se radie qui représente 70% des démences à un facteur génétique, c'est un facteur de risque génétique. S'il y a un parent qui est atteint la maladie, il y a des chances pour qu'un des enfants puisse l'avoir, mais pas de façon automatique, bien sûr. Donc le seul facteur est génétique. Il ne peut pas y avoir d'autres facteurs. Il y a un facteur génétique. Après, les facteurs de risque. Les facteurs de risque, bon, en premier, c'est l'âge, bien sûr. Donc, c'est un facteur de risque qui est immuable, qu'on ne peut pas changer. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., sur lesquels on peut intervenir, on peut agir pour éliminer l'apparition, le risque d'apparition de la maladie, en tout cas au moins la retarder le plus tard possible. Yannis, c'est contradictoire parce qu'on dit des fois que l'oubli est une bénédiction, un essai nema. Dans ce cas précis, je veux dire, ça invalide aussi le patient et son entourage, surtout beaucoup de nos sonores dans le reportage disaient que voilà, il y avait ces patients-là étaient généralement pour ceux qui sont partis souffraient beaucoup pendant qui subissaient cette maladie. L'entourage aussi souffre beaucoup Effectivement, le patient qui est malade, bon, au début, il souffre parce qu'il est encore conscient un peu de sa maladie, mais avec le temps et avec l'évolution, il va complètement oublier qu'il est malade. Donc, il ne souffre pas réellement. Par contre, son entourage, oui, il souffre de le voir se détériorer progressivement, d'avoir des troubles du comportement, de devenir de plus en plus grabataire, en sachant que la prise en charge de ces patients, elle est très très lourde et très compliquée. Il faut être 24 heures sur 24 avec le patient et pour le protéger, pour le mettre dans un système assez sécurisé, parce qu'il peut faire il peut être dangereux pour lui-même. Et juste en danger, Alzheimer provoque aussi l'anxiété, mène à la dépression. Alors, la dépression, c'est surtout un signe de départ. D'accord, surtout au début quand on retrouve la dépression. C'est pour ça que au départ, quand un patient souffre d'une dépression, on traite la dépression et on voit, une fois qu'on a levé la dépression, on voit s'il y a réellement un syndrome démentiel derrière ou c'est uniquement la dépression qui peut provoquer bien sûr quelques oublis. Pour le quotidien, on perd aussi ses habitudes comme savoir comment s'habiller, comment préparer son repas. Est-ce qu'on est conscient à cet instant-là?
Quand on arrive à ce stade, non, on n'est pas conscient, parce que souvent il y a ce qu'on appelle l'anosognosie, où le patient ne reconnaît pas lui-même qu'il est malade. Donc il continue à essayer de vaquer à ses occupations quotidiennes, en sachant qu'avec les troubles de mémoire qu'il a, il peut faire des bêtises, ou ça peut rendre sa vie plus difficile, plus compliquée. Il ne plus savoir téléphoner, oublier l'eau sur le feu, par exemple, tous ces... On a l'impression que c'est des notions qu'on perd tel un bébé qui ne... C'est exactement ça. Ça nous renvoie un peu à l'âge... On perd, vous savez, le cerveau permet justement de s'organiser quotidiennement. Donc quand le cerveau est malade, on n'arrive plus à s'organiser quotidiennement et on perd tous ces réflexes. Tous les réflexes et la personne âgée devient un peu comme un bébé qui ne sait plus quoi faire, et parfois il n'arrive même pas à manger, ne pas savoir manger, même pas prendre une cuillère. Il y a des passages à vide dans la mémoire de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. Est-ce qu'on évacue les mauvaises choses, on garde les bonnes, ou ça dépend? J'ai pas compris la question. Alors, il y a des passages où on oublie ce qu'on a vécu pendant une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Est-ce que forcément ces choses-là sont on les a mal vécues? C'est pour ça que le cerveau les évacue? Non. On peut aussi évacuer de bonnes choses qu'on a vécues? Oui, en fait, quand on oublie tout. Donc il n'y a pas de distinction entre les événements, si vous voulez. Les troubles de la mémoire touchent tous les secteurs. C'est pour dire que c'est pas volontaire. Non, c'est pas volontaire. C'est pas du tout volontaire. C'est organique. Donc c'est une atteinte vraiment organique. On peut aller jusqu'à oublier combien de temps pendant sa vie? Avec l'évolution de la maladie, on oublie tout après. Carrément. C'est ça, carrément. Donc tout, la personne n'a plus de souvenirs. C'est terrible ça. Madame Khadim, alors vous êtes ingénieure informaticienne et vous êtes aussi la fondatrice et la gérante de la plateforme Rendez-vous Toubib. Avant de vous laisser bien sûr développer votre projet, tant que vous êtes là, est-ce que dans votre entourage, est-ce que pendant, je veux dire, que vous vivez en société comme nous tous, est-ce que Alzheimer aujourd'hui vous parle? Est-ce que c'est une maladie dont vous voyez plusieurs cas dans la société? Est-ce que c'est une maladie qui reste obscure pour vous? Bon, obscure, je dirais pas ça, mais oui, on en parle de plus en plus. Après, pareil, on ne sait pas, quand est-ce qu'il faut consulter, quels sont les signes qui sont alarmants ou non. Enfin, quand on n'est pas médecin, forcément, on peut tout entendre, on peut avoir mal à la tête et avoir des proches qui nous diagnostiquent. C'est une maladie qui est souvent confondue avec la dépression. Et en fait, parce que le premier symptôme d'entrée, si vous voulez, souvent c'est la dépression. Donc c'est pour ça qu'on traite la dépression. En levant la dépression, la maladie apparaît. Ou parfois, quand ce n'est que la dépression, il n'y a plus de symptômes de... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avant, je parle du temps de nos aïeux et tout ça, on ne parlait pas d'Alzheimer, on ne connaissait pas la maladie. Non, l'Alzheimer, elle est connue, comme vous avez dit au début de cette émission, depuis 1906. Et ce n'est que les 20 dernières années que la médecine en évoluant, on a pu connaître, en fait, les 90% de la connaissance qu'on a de la maladie d'Alzheimer, c'est les 20 dernières années. Mais avant, on disait, avec tout le respect que je dois bien sûr à tout le monde, en fait, on l'appelait ça la sénilité. C'était des personnes qui disaient, il est sénile. Mais en fait, non. Il y avait quand même, pour certains, probablement un début ou des symptômes de maladie d'Alzheimer. Et en plus de ça, c'est qu'avec le temps aussi, il y a le vieillissement de la population. Oui, tout à fait. On vit beaucoup plus qu'avant. On sera plus confronté justement à cette maladie dans les années à venir. Écoutez, actuellement dans le monde, il y a à peu près, selon les chiffres de l'OMS, près de 50 millions de personnes atteintes, 50 millions de personnes de plus de 60 ans atteints de cette maladie, ce qui donne un chiffre, si on extrapole les chiffres de l'OMS à l'Algérie, on n'est pas loin des 200 000 personnes. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de la personne? Est-ce qu'elle a vécu pendant toute sa vie fragilisée? Est-ce qu'elle a subi des traumatismes? Est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, c'est une maladie qui est organique. Donc vraiment, c'est une détérioration des neurones. Donc voilà.
Très bien. Rendez-vous Toubib, alors, c'est une plateforme qui s'inscrit bien sûr dans le domaine de la e-santé. Depuis 2015, donc, vous existez. C'est un peu l'annuaire Thesmen. C'est un peu dans cette... Avant de vous laisser répondre, excusez-moi, voilà, on va un petit peu interrompre notre émission pour écouter Adan Al-Asra tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. On revient donc sur notre plateau. Alors, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu, que vous n'ayez pas pu, voilà, être avec nous pendant l'Aden, parce que on sentait, voilà, le stress monter chez nos invités de l'autre côté. Concernant la maladie, vous disiez que c'était une maladie qui faisait peur et qui vous faisait peur en écoutant ce que Dr Belbachir disait. Oui, évidemment, enfin, c'est anxiogène, on s'imagine, on avait vu le reportage, c'est un peu anxiogène. En tant que personne, enfin non médecin, on aimerait entendre, enfin, être rassuré sur ce point-là. Les difficultés existent. Justement, vous disiez, est-ce que Rendez-vous Toubib est un annuaire? En fait, nous, on ne s'inscrit pas comme annuaire. Ça part justement de ce constat sur le parcours de soins. Donc, au-delà des pathologies traitées ou du suivi, ou peu importe les raisons qui nous mènent tous à aller régulièrement chez le médecin, travailler sur cet aspect-là
pour diminuer un peu l'inconfort, l'anxiété. Donc, on prend l'exemple d'Alzheimer. Imaginez si vous attendez le verdict, vous avez déjà, vous n'avez pas dormi la veille, vos proches sont inquiets, vous êtes vous-même inquiet. Arriver à la salle d'attente, il y a tout un inconfort déjà pour trouver le médecin, pour attendre son tour. Pourquoi vous êtes intéressé à ce segment? Sur cette partie, c'est la première étape du parcours de soins. Donc évidemment, non, à ce segment, à rendez-vous. Ça vient justement de parcours en tant que patient. Donc après, enfin voilà. Vous êtes comment? Vous détestez attendre les salles d'attente? En fait, c'est plus que détester, ça dépend de pourquoi on y va aussi. Il y a l'anxiété, quand on parle aujourd'hui dans la médecine, je parle sous le contrôle du docteur, on parle de santé mentale, c'est-à-dire quelqu'un, on prend un exemple, on ne va pas prendre l'exemple d'Alzheimer, mais je ne sais pas moi, quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui est déjà... si en plus on nourrit cette anxiété, que le parcours de soins n'est pas fluide au maximum, évidemment, enfin, il y a des contraintes... L'idée, c'est de pouvoir stabiliser. Je prends toujours l'exemple d'une personne diabétique. La personne a tout intérêt à pouvoir bien suivre son traitement, pouvoir ne pas rater ses rendez-vous, être tout le temps à jour, etc. Si on associe à de l'anxiété, on associe l'anxiété à de l'inconfort, on offre aux patients des alibis. En fait, ça devient des alibis pour ne pas y aller, pour y aller à reculant, ou quand on a attendu 6 heures et quand on voit le médecin, on a oublié ce qu'on voulait dire. Voilà. Ça, c'est le constat. Maintenant, pour améliorer ça, ce parcours de soins, on a décidé de se mettre au service des médecins. Dire, OK, voilà, quels sont les médecins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les médecins aient des outils, pour que déjà ça les décharge eux aussi. Oui, les médecins n'ont pas envie de subir du flux. C'est pas volontaire de faire subir du tracas aux patients, ni de subir eux-mêmes. Donc, on se met à la disposition des médecins en proposant un service, mais je pense que je laisserai Bilal expliquer plus en détail. Donc juste pour parler un peu de la plateforme Rendez-vous Toulibs, donc c'est une plateforme qui est aujourd'hui en full web, qui est disponible, on peut se connecter depuis un PC, un smartphone ou une tablette, donc accessible à tout le monde, sur lesquels on a 2 volets. Donc si on parle du volet patient dans un premier temps, où en quelques clics, un patient pourra prendre rendez-vous chez un médecin. On peut chercher par spécialité. J'ai envie de prendre rendez-vous chez Dr Belbachir. Je prends l'application. Tout à fait. Donc, vous pouvez choisir la spécialité, la spécialisation, ou même directement par le nom du docteur. Très bien. Donc, Dr Belbachir, par exemple, et la commune donc, sur laquelle vous souhaitez. Vous allez avoir va s'afficher, donc si c'est le médecin, ça sera directement le médecin qui va s'afficher. Et puis en quelques clics, vous allez avoir la possibilité de choisir votre créneau, votre rendez-vous à la date prévue. Vous allez avec des dates qui sont déjà établies, tout à fait. Avec des créneaux vous qui avez sont en fait accès à l'agenda du médecin directement. Donc, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas un annuaire. Ça suppose que le Dr Belbachir... un annuaire. Non, je disais, ça rappelle un peu l'annuaire Tasman où avant on pouvait trouver l'adresse du médecin, sa spécialité. Ça, c'est vraiment la base. Ça renvoie à ça, au fait. Mais voilà, c'est pas l'annuaire. Ce que je voulais dire, c'est juste que derrière, il y a le médecin, il y a une utilisation quotidienne par le cabinet ou par l'établissement de santé. C'est en réseau que vous fonctionnez c'est-à-dire que si vous prenez attache avec Dr Belbachir, lui, il va vous envoyer sur... Non, ils le feront directement le feront via leur... Ça, c'est justement le deuxième volet, donc le volet médecin, qui sera équipé de l'outil, donc il aura son propre compte, et il pourra gérer aussi bien les rendez-vous qui seront pris en ligne directement par les médecins, les patients, ou alors lui-même gérer son flux de patients au niveau de la structure en donnant rendez-vous à ses patients via l'application. Donc il ouvre en gros son agenda aux patients pour la prise de rendez-vous en ligne, mais aussi pour sa gestion de ses patients au niveau de la salle d'attente, par exemple, du centre, pour planifier ces rendez-vous sur une période donnée, que ce soit sur... Et si j'ai rendez-vous à 16h, je passe à 16h ou je pars à 16h, ça dépend? Idéalement, c'est que vous passiez directement à l'heure, mais bon, vu qu'on parle de corps médical en général, il peut y avoir des cas peut-être un peu plus urgents ou des pathologies qui nécessitent un suivi plus régulier ou quoi, et à ce moment-là, bien sûr, de toute façon, il est toujours mieux d'arriver dans une salle d'attente et de trouver 1 ou 2 personnes avant nous, plutôt que d'arriver à 8h du matin et attendre toute
une journée pour passer à 14h, 15h. C'est pénible. Voilà. Si vous devez attendre, c'est pas pour des raisons, parce que le médecin est occupé réellement, qui est occupé avec le patient. Pour vous dire, le premier critère me concernant quand je cherche un spécialiste ou quoi, c'est pas ce qu'on me lit, parce qu'un donc parce que je déteste attendre en fait. Voilà, aujourd'hui les gens n'ont pas forcément le temps, donc avec rendez-vous Toubib, exactement, on peut prendre rendez-vous et ne pas s'absenter toute une journée du travail. En général, pour les personnes âgées, peut-être. Même l'attente, elle est assise sur une chaise à feuilleter des magazines dehors. C'est exactement ça. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Et à entendre toutes les histoires des patients, c'est terrible. Là, tout notre enjeu, et là justement, c'est de fluidifier donc, le parcours de soins, comme le disait Madame Rtim, et justement d'accompagner les patients au niveau des salles d'attente pour minimiser ce temps d'attente et d'aller chez le médecin uniquement pour passer la consultation ou l'examen de suivi. Et je pense aussi que l'intérêt d'une application pareille, c'est de bien orienter le patient. En fait, si le patient cherche un médecin pour une telle pathologie, c'est quand même plus facile pour lui de taper sur Internet, se dire, bon, j'ai besoin d'un cardiologue, par exemple, à tel endroit, donc il est bien orienté vers le médecin qu'il faut. C'est une application qui vous intéresse, Dr Belbachir? Bien sûr, je trouve que c'est très intéressant, au contraire, c'est une application qui est intéressante, non seulement pour les médecins, mais surtout pour les patients, pour que les patients soient bien orientés, pour qu'ils ne perdent pas de temps à chercher pour qu'ils ne perdent pas de temps quand ils prennent un rendez-vous, c'est très important. Et puis c'est aussi, je sais que c'est une application qui permet de rappeler aux patients le rendez-vous, puisqu'il on y arrive justement. Donc le deuxième volet, c'est de diminuer le taux d'absentéisme au niveau des médecins. Donc aujourd'hui, quand il y a une prise de rendez-vous, donc il y a une confirmation d'SMS qui est envoyée directement, au minimum SMS. Donc s'il y a un email en plus, donc on reçoit la notification par email et par SMS. Et puis la veille du rendez-vous aussi, il y a un rappel SMS qui est envoyé au patient directement pour dire voilà, pas votre rendez-vous demain, voilà. Aujourd'hui, si on parle un peu du système classique, on donne pour certaines pathologies ou les maladies chroniques qui nécessitent des suivis réguliers, parfois sur des contrôles trimestriels. Le médecin va noter sur la fiche du patient rendez-vous le 25 mars. En général, le patient se réveillera le 26 mars en disant « Ah, mon rendez-vous, c'était hier », mais voilà, grâce au système de rappel, ça va justement... Et quand le médecin ne peut pas recevoir, ou il donne une autre date sur le site ? Tout à site ? fait. Alors, si le médecin peut replanifier un rendez-vous, et à ce moment-là, donc il y a une notification qui est envoyée au patient, dire que le rendez-vous a été décalé, le médecin peut ouvrir son agenda comme il le souhaite, programmer ses heures d'ouverture par exemple sur le cabinet, les congés, les jours fériés, etc. Et ça lui permet surtout d'avoir une visibilité sur la semaine, le mois, le quotidien, le jour de l'activité. C'est excellent, Le patient peut changer son rendez-vous. Si vous prenez un rendez-vous, attend le jour de votre émission, par exemple, vous pouvez envoyer un petit SMS en disant « Ah, je ne peux pas venir ». Ça, je le fais, ou là, par correction. Là, je le fais, par correction pour laisser ma place à un autre patient. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas forcément moi, je le fais. D'ailleurs, les médecins sont étonnés, les assistantes aussi. Ah, merci d'avoir tout ça. Moi, je préférais donner, laisser ma place. Et de replanifier un rendez-vous sur un créneau qui sera disponible. D'où l'intérêt d'une application. Juste pour préciser, Dr Belbachir et M. Hamoud se sont... Donc, ils ont eu le temps de le briefer bien comme il faut. Et de vendre leurs produits aussi, c'est bien. Il faut reconnaître quand un produit est... Je vois que vous demandez des temps bien. Non, mais on s'est inventé... Non, mais je trouve que c'est très bien. On a eu à échanger très rapidement avant l'émission et c'est vrai que Dr Belbachir a tout de suite adhéré au principe qu'il connaissait déjà parce que ça se fait déjà à l'étranger. Et donc voilà. Non, ils sont algériens, ils sont purement algériens. Voilà. On est purement algériens, c'est un produit. Vous existez, oui, allez-y. Non, juste pour faire le lien par rapport au reportage, est-ce qu'on disait, quand on prend le cas des maladies d'Alzheimer ou autres, qui impliquent l'entourage des patients, aussi si on doit s'absenter pour un proche, on doit emmener le proche chez le médecin, on a aussi tout à gagner à ce que le parcours de soins soit le plus simplifié possible. On a leurs propres contraintes, plus les contraintes de l'accompagnateur, plus l'anxiété, etc. Donc... Moi, je trouve que, d'après Dim, le sujet vous a beaucoup inquiété. Voilà. Non, pas inquiété, je dirais pas ça, mais aujourd'hui, écoutez, demain on diagnostique ça pour moi. Allez, je vais pas parler de mes proches, je leur souhaite une bonne santé et une longue vie.
Oui, c'est un fait, il faut pouvoir vivre avec, il faut trouver le moyen de vivre avec et d'améliorer au maximum le quotidien. Il y a des choses qui relèvent du ressort du médecin, d'autres, voilà, c'est des choses, peut-être qu'on va découvrir aussi, vous disiez que c'est une maladie où les découvertes sont récentes. Peut-être que dans quelques années, on en parlera comme on en parle d'autres maladies. Enfin, pas peut-être, probablement, au vu de l'évolution de la science. Je l'espère, ça évolue. Donc on a tout intérêt à aussi se construire notre parcours de soins. Vous existez depuis 2015. C'était difficile de vous lancer? Vous aviez eu du répondant les premiers temps? Alors oui, enfin, il y a des difficultés comme dans tout lancement. Donc on a lancé, l'entreprise existe depuis 2015, on a lancé vraiment en 2016. Oui, on a eu du répondant, enfin les médecins adhérés. Nous on travaille sur les deux volets, donc d'abord les médecins, parce qu'il faut qu'il y ait des médecins pour que... On doit construire un réseau avant de l'ouvrir vraiment à tous les patients, donc c'est le premier volet. Et en parallèle, voilà, on travaille sur le volet patient aussi, où on est en train de mettre en place justement un volet communication sur de l'éducation thérapeutique, sur la santé mentale, pour que les gens puissent s'approprier leur maladie et en faire, pouvoir vivre bien avec. Donc pour revenir à votre question, il y a eu du répondant. Par contre, on s'est donné, après pratiquement une année, on s'est donné le temps de restructurer un peu pour voir qu'est-ce qui fait... parce que là, on change les habitudes. Hein. C'est pas un annuaire. C'est ça, c'est inculquer cette nouvelle culture. Est-ce que ça a marché? Et les deux, c'est-à-dire les professionnels de la santé vont changer aussi leur habitude. Alors peu importe les raisons, hein, et les patients aussi, peu importe leurs raisons. Donc il y a un vrai travail de fond qu'on essaye de faire, justement avec l'équipe, y compris sur le volet. Vous êtes combien, 10? Là, on est une dizaine, oui. On est en cours de recrutement d'ailleurs. Voilà, je profite pour lancer... Vous cherchez des informaticiens Plutôt une équipe commerciale sur le terrain pour la construction du réseau. Donc actuellement, il faut savoir... Aller voir les médecins et tout ça, voilà, c'est comme un peu des délégués médicaux. C'est un peu ça, et c'est exactement. Donc on est en train de construire un réseau. On couvre actuellement la wilaya d'Alger et même le Grand Alger. Et notre objectif là vraiment à court terme, c'est de s'étendre sur d'autres wilayas de l'Algérie, notamment donc très prochainement Oran, Tizi Ouzou, Constantine, etc. Donc on a tout un plan de déploiement qui est en cours. Juste pour parler donner un peu plus de détails, donc ce qu'on s'est dit comme axe prioritaire, c'est qu'on cible les maladies chroniques et les maladies qui nécessitent un suivi et pas forcément de maladie. Voilà, donc médecins spécialisés. Il faut savoir qu'actuellement donc on a 60% de la population qui est considérée comme vivant avec une maladie chronique. On a 12% de diabétiques. Et bon, 1 million de naissances aussi parallèlement aux maladies. Voilà, c'est pas parallèlement aux maladies. Voilà, c'est que ça nécessite un suivi, voilà, un suivi régulier. Donc notre axe prioritaire actuellement, c'est la construction de 5 spécialités, donc notamment la cardiologie, l'endocrinologie, la médecine interne, l'urologie parce que c'est une spécialité qui est très rare aujourd'hui en Algérie quand même, qui reste rare, et puis la gynécologie, donc pour tout ce qui est des suivis des grossesses, etc. Donc, et parce qu'il y a des psychologues et des psychiatres aussi, vous ne touchez pas En fait, on est ouvert à toutes les spécialités, sauf que là, voilà, on est en train de Exactement, donc ça c'est l'axe prioritaire, mais parallèlement à ça, donc nous on travaille sur toutes les spécialités. Toutes spécialités. Voilà. Très bien. En parlant de psychologie, il y a une question qui m'est venue comme ça. Il faut savoir que Dr Belbachir aussi est à la tête d'un centre, centre de la mémoire, et vous travaillez bien sûr en équipe. Vous êtes nombreux. J'imagine qu'il y a plusieurs disciplines dans votre... Bien sûr. Donc c'est un centre qui est pluridisciplinaire avec des consultations médicales, ambulatoires bien sûr, avec un plateau technique, un scanner, un échographe et un laboratoire d'analyse médicale. Au niveau des consultations médicales, donc il y a des médecins spécialistes qui travaillent avec nous, il y a des neurologues, un psychiatre et une interniste. Donc une prise en charge psychologique et psychiatrique s'impose pour ce genre de maladie. Bien sûr. Elle intervient en début de traitement, après le diagnostic? Dès le début en fait. Toutes les personnes interviennent dès le début, dès la première consultation. Donc les patients peuvent être orientés vers le neurologue, vers le psychiatre ou vers l'interniste en fonction des pathologies
pathologies concomitantes qui sont présentes. Et par la suite, on proposera une prise en charge, bien sûr médicale, donc avec un traitement, mais aussi de la stimulation cognitive, donc avec des ateliers. Simplifié, stimulation cognitive, c'est-à-dire en fait, il y a des ateliers de stimulation, en fait, on stimule le cerveau. Travailler sa mémoire. Voilà, pour aider à travailler, par exemple, la mémoire quand il y a des troubles de mémoire. D'accord, ça dans le cas de la maladie d'Alzheimer, quand on a des oublis au début. Mais il y a quand même d'autres démences aussi, donc qui ont un autre tableau clinique, qui ne sont pas dominés par les troubles de la mémoire. Par exemple, il y a les troubles de la parole. Donc on peut proposer aussi une prise en charge orthophonique. Donc vous voyez, donc ça tout dépend du diagnostic. Donc on propose une prise en charge psychologue, orthophoniste, en fonction des maladies. Ça fait combien de temps que votre centre existe? Alors c'est tout récent, hein, ça date depuis à peu près 3 mois, et je me permettrai aussi de remercier le ministère de la Santé, en particulier de la direction de la Santé, qui nous ont aidés justement à aller plus vite pour avoir l'agrément, et en même temps aussi la DSP qui ont été... C'est dire l'importance aussi de l'installation de cette maladie dans notre société. Bien sûr, c'est un problème de santé publique déjà actuellement, parce que ça coûte cher quand même la prise en charge d'un patient dément, et avec l'augmentation de la population, donc le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer va augmenter, il coûtera de plus en plus cher à la collectivité, bien sûr. En tout cas, à la société, c'est sûr. Et aussi le manque d'assistante médicale aussi. Le patient n'est pas obligé d'aller à l'hôpital ou quand l'interne ou quoi, il peut rester chez lui, mais sous assistance, bien sûr, médicale permanente. Bien sûr, bien sûr. Qui n'est pas aisé parce que c'est des métiers, j'allais dire, pas qui n'existent pas, mais pas qui ils sont pas très fréquents, mais pas que pour la maladie d'Alzheimer. Hein. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. C'est une maladie où le personnel qui doit intervenir doit être formé. Parce qu'on ne prend pas en charge un patient dément comme n'importe quel patient, donc il faut savoir le prendre. D'où l'intérêt aussi d'avoir une formation, et donc de former ce genre de personnel à prendre en charge de façon efficace et optimale le patient. Et il faut aussi du personnel spécialisé, parce qu'il faut aider les familles. Actuellement, c'est la famille qui s'occupe de leur malade. Est-ce que vous prévoyez des ateliers thérapeutiques pour la famille, pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe, comment il faut gérer? Alors, déjà, la première consultation, dès que le diagnostic est posé, on essaie de réunir la famille pour leur expliquer ce que c'est que la maladie, de leur parler de l'évolution et de prévenir l'évolution. C'est important qu'il y ait un peu de prévention, parce que ça nous permettra à nous et à la famille, aux aidants, de mettre des choses en place pour que le patient soit en sécurité. Et vous leur expliquez ce qu'il faut faire quand il faut faire et bien sûr, tous ces petits gestes. Ça peut aller jusqu'à comment parler avec un patient. Vous savez, quand vous avez un dément qui vous demande toutes les 5 minutes l'heure, on finit par s'énerver, hein, à force de lui répondre. Donc quand on explique à la famille que c'est sa maladie, ça devient autre chose, parce qu'après ça devient de la maltraitance. Donc voilà, et un patient, quand il se sent maltraité, il se renferme de plus en plus, et la maladie peut... Mais vous dites qu'il oublie. Comment ça se fait? Il oublie qu'il a demandé l'heure toutes les 5 minutes. Non, il oublie sa maltraitance. Si on lui crie dessus ou quoi, il oublie. Est-ce qu'il oublie réellement? Bien sûr, il oublie qu'il a demandé, par exemple, l'heure, donc il oublie qu'il est malade, mais le fait de mal lui répondre, il se sent agressé et il se renferme quand même. Donc, bien sûr. Donc il ne faut pas se dire que voilà, ce comportement-là, il peut l'oublier. Non, il ne se rend pas compte, lui, qu'il est malade, qu'il est agressif, c'est une réaction. C'est une réaction par rapport... Si le patient se sent agressé, il va réagir par l'agressivité. Et cette maladie touche beaucoup plus les femmes ou les hommes? Plus les femmes que les hommes. Voilà, c'est ça. Hein? Ouais. Pourtant, les hommes, hein. Écoutez, ça c'est un constat. On dit à la pastille, c'est ça, oui. Oui, non mais ça c'est un constat, c'est un constat. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourtant, mais les hommes, on s'en fout. Les femmes vivent plus que les hommes, hein, plus longtemps que les hommes. Et elles sont plus responsables, dites-le. Elles sont peut-être probablement plus responsables.
Oui, non, pas l'ancienne génération, même cette génération. Oui, non. Ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Ça commence à l'âge de 60 ans. Le diagnostic commence se fait vers l'âge de 60-65 ans. Alors que la maladie, elle a déjà commencé depuis quelques années auparavant. Mais sauf que les premières atteintes n'ont pas d'expression clinique, si vous voulez. Mais il n'y a pas de traitement curatif, ça on le sait. Par contre, il y a un traitement qui peut diminuer l'évolution de la maladie. Bien sûr. Actuellement, nous avons quand même quelques médicaments, en particulier les anticholinésterasiques, qui permettent de ralentir la maladie, mais surtout au début de la maladie. Donc c'est des médicaments qu'on donne au début de la maladie pendant quelques années et qui ne font que ralentir dans le meilleur des cas l'évolution de la maladie. Si Alzheimer ne tue pas aujourd'hui, qu'est-ce qui tue dans Alzheimer? Ce sont les complications de la maladie. Donc avec le temps, le patient devient de plus en plus dépendant. Donc avec le risque de ce qu'on disait tout à l'heure, les maladies chroniques qui sont concomitantes, qui peuvent se déséquilibrer parce que le patient ne prend pas son traitement, parce qu'il devient très fragile et donc il peut compliquer et décéder d'une complication, dénutrition, infection, parce qu'il peut développer des escarres, etc. Mais s'il est bien pris en charge, est-ce que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre beaucoup d'années? Combien de temps? Alors, la maladie, d'après les chercheurs, dure entre 5 et 20 ans, dans les extrêmes. La moyenne est autour de 8 ans à peu près. Donc, ce qui veut dire qu'on peut vivre pendant 20 ans avec cette maladie. Alors, imaginez à condition qu'elle soit bien prise en charge. Bien prise en charge, sur le plan médical, que l'entourage, etc. Donc, vous imaginez quelqu'un à qui on diagnostique à 65 ans, il est bien pris en charge, il peut vivre encore 20 ans et mourir à 85 ans, qui est un bel âge aussi. Oui, oui, tout à fait, à condition de ne pas bien sûr être malade. Vous disiez quelque chose tout à l'heure, je vous entendais chuchoter. Ça fait un secret. Vous voulez pas nous dire? Dites-le nous par rapport à Alzheimer, on parlait de la prise en charge tout à l'heure. Là, on parlait des femmes. Vous vouliez dire quelque chose par rapport aux femmes? Non, je ne sais pas, mais je peux dire quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, la plateforme est lancée. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un petit projet donc, concernant tout ce qui est thérapeutique et prise en charge. Comment comptez-vous le développer? Sur le volet patient. Donc là, il y a une phase où on construit le réseau avec les professionnels de la santé. Et puis, dans un second temps, donc, on est en train déjà de préparer, c'est sur le volet patient. Donc, on parle d'éducation thérapeutique pour que les personnes atteintes de maladies chroniques ou de leurs proches s'approprient la maladie pour apprendre à vivre avec. Donc c'est plutôt sur un volet patient, par exemple. Il y a l'observance, par exemple, déjà qui est très importante. L'observance, c'est quand le patient prend son traitement régulièrement. Et ça passe par l'éducation thérapeutique, c'est très important. Et ça, il faudrait que le patient soit conscient aussi. Pourquoi il faut que je prenne absolument ce médicament? Pourquoi je dois retourner voir le médecin, même si moi je sens que je vais mieux? Pouvoir aussi détecter les signaux pour pouvoir le dire aux professionnels de la santé, enfin aux médecins, pas pour se traiter soi-même, mais pour pouvoir justement apporter de meilleures informations aux médecins, pour avoir un meilleur suivi. Et donc, plus concrètement, c'est vrai, s'approprier les maladies. S'approprier la pathologie, prendre conscience. Donc ça, c'est dans un second temps qu'on est en train de préparer avec les professionnels de la santé. Comment comprendre, on reprend l'exemple d'Alzheimer, vous avez donné un très bon exemple pour les proches, comment parler à un proche qui est atteint de ça. Ça permet évidemment, ça règle pas tout, mais ça permet de dédramatiser certaines situations. Quand on explique, on le gère mieux. Et puis voilà, l'idée c'est pas de banaliser, mais de simplifier. En fait, l'information, elle est très importante. Quand la famille, les aidants et l'entourage est bien informé de la maladie, il prendra mieux en charge son parent. C'est très important. Et puis il y a quelque chose, on parle souvent de détection précoce. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que on donne le chiffre de 12% de diabétiques en Algérie, par exemple, et il y a un chiffre qui est avancé.
On dit qu'un diabétique, pour un diabétique diagnostiqué, il y a un diabétique non diagnostiqué. Aujourd'hui, quand on est diagnostiqué tôt et qu'on est bien pris en charge, on peut vivre longtemps et bien. Voilà, comme dans toutes les maladies. Je donne l'exemple du diabète parce que je pense que ça parle au plus grand nombre, mais le docteur donnait aussi l'exemple, même pour une maladie lourde comme Alzheimer, quand elle est bien prise en charge. Donc voilà, sur ce volet, comment inciter les gens, donner la bonne information pour savoir quand est-ce que c'est le moment d'aller voir, faire un check-up. Monsieur Hamouda, oui. Pour compléter, prendre en charge efficacement le diabète ou l'hypertension artérielle est très important parce que c'est des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer qui peuvent augmenter par 9 l'apparition de cette maladie. Donc c'est très important aussi de prendre en charge. Monsieur Hamouda, alors comment faire, où vous trouvez, quoi taper pour... www.rdv2big.com. Donc c'est aussi simple que ça, donc ça c'est pour le volet patient. Et puis vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, accès directement aux différents médecins de notre réseau pour la prise en charge des rendez-vous. Ça c'est le volet patient. Et puis pour les médecins, donc ce qu'on fait, c'est que je vous ai dit qu'on a une équipe commerciale qui est sur le terrain, un peu de délégation qui se déplace auprès des praticiens pour faire adhérer justement les médecins à notre principe, à la plateforme. Et d'ailleurs, nous sommes en renforcement aussi de l'équipe commerciale et on envisage d'être présents. Voilà. Les médecins peuvent aussi s'inscrire directement en ligne sur www.rdv2big.com et à l'inscription, on les contactera directement pour leur présenter le produit en détail et voilà. Très bien. Docteur Belbachir, vous avez une page Facebook. C'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée, oui, bien sûr, sur Facebook, oui, c'est Centre médical de la mémoire. De la mémoire, comme voilà, ça. Donc, qui se trouve à Albiar. Très bien. Donc oui, on a toutes les informations avec le numéro de téléphone et bien sûr une opératrice qui répond à toutes vos questions, notamment pour les prises en rendez-vous, pour les spécialités dont vous disposez. Merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Oui, très ça bien. Va, c'était très bien. Cool, tranquille. C'est la première télé de Dr Belbachir. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à mon invitation. Je vous retrouve aussi dans quelques instants pour parler d'un nouveau concept avec bien sûr sa fondatrice qui sera là pour nous expliquer bien sûr les détails. À toutes. Voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui parce que mes invités ont demandé à rester. Moi, je leur ai posé la question comme ça, mais ils ont dit que ça les dérangeait pas. Et moi, ça me fait plaisir pour recevoir justement, mais je les ai prévenus, hein, ça sera elle la star aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Madame Yasmine Hadid. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc à l'origine du fondement donc, du projet Service Conciergerie. Je l'ai dit en début d'émission, c'est un concept qui s'installe timidement dans notre société et aujourd'hui donc c'est une entreprise qui offre plusieurs
prestation sur mesure née justement d'un besoin du quotidien pour régler certaines tâches. Tout à fait. En fait, l'idée est venue d'un besoin personnel de régler certaines situations urgentes, importantes. Et quand on est salarié, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément la disponibilité, on n'a pas forcément un patron qui peut nous libérer une matinée ou un après-midi, parce que pour régler certaines situations, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas fournir ce type de service et être à la disponibilité des clients, des gens, pour tous les besoins en fait qui nécessitent un déplacement à l'extérieur. Juste pour rappel, vous êtes donc diplômé en commerce international, donc vous n'êtes pas sorti, il y a beaucoup de votre segment, vous êtes toujours resté donc, dans le marketing et le commerce pour gérer. Elle a été créée, elle est toute récente, toute récente, entreprise en 2018. Et vous, qui peut bénéficier justement de la conciergerie service? Tout le monde peut en bénéficier en fait, tous ceux qui ont particuliers et entreprises. Le particulier, la situation est claire, soit il travaille, soit même s'il est à la maison, ou il est malade, ou il ne peut pas sortir, il ne veut pas subir les embouteillages, il ne veut pas tout simplement conduire. Il a chez lui un malade qui nécessite une attention particulière, donc il ne peut pas le laisser, un simple coup de fil. Pour ce qui est des entreprises, quand il s'agit de missions ponctuelles, il n'est pas nécessaire de recruter des personnes pour ça. Donc je serai là pour fournir ce type de service, déposer un colis, récupérer un dossier. Justement, pour toutes ces prestations que vous proposez et qu'on va donc revoir au détail tout à l'heure, est-ce que vous disposez d'une équipe pour le faire? Parce qu'il y a quand même... c'est pas rien. Oui. Alors, faire les courses et les livrer, achat et livraison de fleurs, par exemple, pressing, cordonnerie, assistance plutôt administrative en tout genre, paiement de facture, livraison de type de colis, réservation taxi, chauffeur particulier, billetterie, restaurant, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que, d'ailleurs, ma dernière question à la fin, je me suis dit, est-ce que vous avez une équipe pour assurer tout ça? Aujourd'hui, je suis toute seule. C'est un petit projet que j'ai créé toute seule avec le soutien de ma famille. Tant que je peux assurer seule, tant mieux, mais sinon je peux faire appel à un petit réseau qui peut me venir en aide et me soutenir. Après, j'espère que l'entreprise évoluera rapidement, Inch'Allah. Et là, on va élargir un petit peu plus, on va recruter, il y aura plus de services à fournir, il y aura plus de disponibilité, on sera plus présent, on va dire, sur le marché. Parce qu'on est parfaitement conscient que c'est une culture qu'on est en train d'introduire. C'est pas toujours évident quand on est spécialement une femme, de lâcher prise. On a tendance à vouloir tout contrôler en fait. Et je suis là pour soulager justement les personnes. Et justement, en lisant tout ça, moi j'étais soulagée, sans rien. Ça serait génial d'avoir quelqu'un qui fait les courses, qui les livre, le pressing. Rien qu'en lisant, j'étais soulagée. Tout à fait. C'est le principe même de l'émission, de l'entreprise, c'est de soulager. Docteur Belbachir, dans votre vie de tous les jours, autant que médecin bien sûr, ce genre de service pourrait vous arranger dans quel cas? Rien qu'au niveau par exemple du centre, pour le matériel par exemple, si on a besoin de matériel de façon ponctuelle, il y a un moment où on peut avoir un besoin urgent, donc c'est plus facile d'avoir affaire avec une plateforme comme celle de madame, ça pourrait aider. Pour les patients par exemple qui ont un traitement, qui ne peuvent pas aller l'acheter, ils peuvent très bien appeler quelqu'un pour aller chez le pharmacien, leur amener des médicaments. Je trouve que c'est très bien, au contraire. Exactement. Madame Khadim. Je pense que vous avez tout dit, ça me soulage, les factures. Factures et factures. Mais il y a tout, il y a aussi, il y a des choses qu'on laisse traîner parce que des choses qui s'accumulent, les factures qu'on paie à la dernière minute ou comme par toujours, je vais me couper. La veille, voilà. J'allais venir, voilà, j'allais venir. Je pense qu'ils doivent entendre ça de tout. Madame qui fait une c'est toujours un truc qui revient.
Monsieur Hamouda. Bah oui, moi je pense carrément que la prestation de service c'est l'avenir. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de temps. C'est très difficile aussi de se libérer pour effectuer une prestation. Et des services aujourd'hui comme Solutions Conciergerie, je suis certain que ça ne peut que marcher. Inch'Allah, en tout cas, j'espère. Pour les besoins d'une plateforme telle que la vôtre, ça peut aider aussi à envoyer, à payer les factures, à aller vérifier telle au ou telle quotidien, on est tout chose. le temps, des fois, on revient souvent parce on veut pour déposer des affiches chez les cabinets, par exemple, Exactement, chez c'est les Mais médecins Hika, du réseau. comment on dit, les trucs administratifs, les papiers. Tout à fait. Oui, ça aussi, c'est. Ça fera partie, ça fait partie des services. En fait, on est conscient il faut quand même instaurer une relation de confiance avec les clients parce que c'est pas toujours évident, surtout quand il s'agit de documents administratifs. Vous avez besoin d'un extrait de naissance. Vous ne connaissez pas pour donner le livret de famille, c'est pas oui. évident. Donc, on va jouer sur peut-être d'autres services pour que les gens voient la qualité que l'on offre, la qualité de service que l'on offre, pour instaurer justement cette relation de confiance. D'accord. Quels sont les prestations? Vous avez commencé, bon, c'est tout nouveau, j'ai perdu ma pastille, c'est pour ça que j'entendais plus les commentaires. Elle est là? Oui. Elle est où? Au-dessus de votre oreille. Ah, elle est Voilà. Je pensais que c'était la poutre. En fait, c'était pas la poutre. Et aujourd'hui, quelles sont les prestations qui reviennent le plus souvent? On en a parlé au téléphone et vous m'avez dit qu'il y avait une prestation particulière que les femmes demandaient Tout à en fait. force. C'est une demande qui est revenue. En fait, c'est la première demande qu'on m'est donnée, qu'on m'ait demandée. J'allais demander. C'est la femme de ménage. C'est les aides ménagères. C'est Voilà. les aides ménagères, c'est les agents d'entretien. Et aujourd'hui, on ne le fait pas encore pour le moment parce que introduire une personne, une étrangère dans le domicile c'est là où de réside la quelqu'un. difficulté. Justement. Exactement. La relation de confiance, déjà, il faut que je l'ai avec la personne, avec mon prestataire ou avec mon employé pour pouvoir l'envoyer chez quelqu'un. Et c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité qui va jouer. Donc, il faut que je sois il y a certains services sur lesquels je suis très prudente. Très, très prudente pour justement fournir mon principal souci ou mon principal objectif, c'est la qualité du service. En parlant justement un peu dans le même segment, vous proposez pas de service nounou à garderie aussi? En Ça serait fait, bien de le rajouter. ce que je peux fournir par contre, c'est de faire la recherche pour vous. Ça vous évitera cette contrainte. Quand je dis recherche, je vais rechercher par exemple des garderies dans votre secteur. Et la recherche ne va pas se limiter uniquement aux adresses. Je vais voir les recommandations de cette garderie, je vais voir les retours de cette garderie, la qualité de service qu'offre cette garderie. On ne va pas se limiter uniquement à l'adresse. Oui, il y a une garderie dans votre quartier, vous pouvez emmener votre gosse. Voilà. Donc, le service ne va pas se limiter à ça. Ça reste surtout quand il s'agit des enfants. Leur éducation, on va dire, commence à la garderie. Donc, il faut quand même une base et il faut que la base soit lourde. Donc, on va essayer de fournir quand même vous fournir le meilleur prestataire dans ce sens. Vous n'avez pas eu peur en entamant ce projet? Sachant que ça ne fait pas partie de notre culture. Je vais être honnête avec vous. L'idée germe depuis une dizaine d'années. Bon, la vie a fait que je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter de travailler. Il fallait quelque chose de stable et de... Après, le besoin justement de me libérer s'est fait ressentir un peu plus. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Comme on dit simplement, je vais me rendre service. Et pourquoi pas rendre service aux gens et me faire payer pour ça. Ah bah oui, tout l'intérêt. Tout l'intérêt là, voilà. Et vos tarifs alors? Alors, mes tarifs pour le moment, on est en train de on a fait une offre de lancement sur le Grand Alger et qui est valable jusqu'au 31. Est-ce que je peux citer les tarifs? Je peux citer les montants? Ah bah c'est vos tarifs, vous citez ce que vous voulez. En fait, le montant est mentionné sur la page Facebook. Pour le moment, on est à 1000 dinars pour tous les services, tous services confondus. Que le service prenne une demi-heure ou 3 heures ou une journée, ça va être 2000 dinars. C'est une offre qui est valable jusqu'au 31 décembre 2018. Toutes les offres en ce moment, c'est jusqu'au 31 décembre. Tout. Checker le boîte offre de 31. Après 31, c'est une deadline, mais après, on va aller peut-être un peu plus dans le détail. On va constater... C'est-à-dire que cette période-là va aussi nous permettre de voir
combien de temps je vais mettre pour tel ou Ça tel sera la service. réelle étude de marché Tout à fait, sur le tout terrain. à fait. Parce que même si une étude de marché a été faite, mais l'étude de marché, son résultat, le constat, c'est que le besoin, il est là, il existe. Par contre, il n'y a pas de réelle concurrence, donc on ne peut pas se baser sur... Il y a des entreprises de livraison, oui, mais je n'offre pas uniquement une livraison, j'offre un service entier. Et là, cette période-là va me permettre d'étudier un peu plus dans le détail le marché qui est sur place. Donc, je vais voir combien de temps je vais mettre, quelles administrations sont plus simples ou plus accessibles, est-ce que je peux faire plusieurs tâches dans un seul endroit au lieu de me disperser à droite à gauche pour perdre du temps. Ça me permettra de gagner un temps fou. À mon avis, vous allez vite passer au forfait vu. Oui, voilà. Inch'Allah, je Ça va pas l'espère. être du midi, c'est clair. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je disais, hein, franchement, la prestation de service est vraiment l'avenir. Il y a vraiment un besoin, comme vous l'avez dit, et je pense que ça ne peut que réussir. Aujourd'hui, bon, tout le monde est à la recherche de ce type de prestation de service, que ce soit pour de la livraison, de l'accompagnement, du soutien, de réservation de chauffeurs privés aussi, etc. Donc, oui, c'est vraiment très intéressant. Inch'Allah, en tout cas. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Vous avez vu, c'est grave. On se sent On se sent comme une princesse étant femme. Après, c'est normal qu'aujourd'hui, c'est nouveau, tout est nouveau. Exactement. Donc, ce qu'on disait, peut-être qu'il faut encourager ces initiatives, au contraire. En plus, c'est que maintenant, c'est quand même plus facile qu'il y a 10 ans. On est à l'aise, docteur Belbachir, on intervient, c'est bien. Je trouve que c'est plus facile parce que maintenant, il y a quand même Internet, il y a les réseaux, etc. Donc, c'est plus facile à faire. En plus de ça, les familles maintenant, en général, les couples, tous les deux travaillent. Donc c'est vrai que c'est un service qui peut être très bénéfique au couple. Et puis bon, il y a le temps aussi. Donc les gens travaillent, ils n'ont pas le temps de tout faire. Et un service de conciergerie leur permettra de gagner beaucoup de temps. Et le temps est très important. Ah bah oui, surtout dans une ville comme Alger où on a du mal à stationner, où on a du mal à circuler. À prendre déjà la demi-journée ou la journée justement quand on travaille, quand on a les 8 heures, 4 heures comme je les appelle. C'est là où réside la difficulté. Vous êtes optimiste? Très. Vous êtes confiante qu'on parlera de votre projet dans certaines années? Aujourd'hui, je vais vous dire, je suis motivée. Aujourd'hui, je suis très motivée. Je suis confiante, oui. Je suis confiante parce que c'est finalement un rêve que je réalise. Et donc, Inch'Allah, j'espère que tout se passera bien. J'espère m'agrandir assez vite parce qu'aujourd'hui, je suis seule, donc je ne peux pas fournir autant de services que je le voudrais. Mais si ça marche, Inch'Allah, j'espère recruter assez rapidement. Et là, il y aura plus de disponibilité. Mais en tout cas, je suis très motivée. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez-y, Dr. Hamad. C'est ce que j'allais dire, justement. Après, juste en termes de couverture, j'aimerais savoir, est-ce que vous couvrez uniquement la wilaya d'Alger actuellement, ou le territoire national, les grandes villes ou... Aujourd'hui, je couvre partout. D'accord, ok, très bien. Aujourd'hui, je couvre. C'est vrai que les principaux services que j'ai fournis à ce jour sont sur Alger et ses environs. Mais après... Demain, si on vous appelle sur Oran, sur Constantine... Oui. Très bien. Oui, oui. Non, oui, je ne vais pas m'arrêter à Alger, en fait. D'accord. Parce que tout l'intérêt est là. C'est de soulager, c'est de... simplifier, de simplifier, exactement. On n'a pas forcément envie de gâcher tout un week-end pour aller faire un dossier ou un document. On habite Alger, mais on est originaire d'Oran ou de Constantine. Il faut aller jusqu'à la wilaya de naissance et revenir. On n'a pas envie de gâcher son temps. On a envie de profiter des temps libres qu'on a finalement. On le fait tous. Donc quand on a des petits moments de liberté, on essaye de se changer les idées. Donc l'entreprise est là justement pour vous éviter les contraintes du quotidien, finalement. Non, on avait raison avec Madame Khadim, ça fait rêver. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, bonne continuation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir justement quand vous allez développer votre projet. J'espère que je serai encore là pour en débattre. Bonne initiative. C'est pas pour vous décourager ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous ai invité justement pour dire que l'Algérie avance, que notre société va de l'avant, qu'on propose des choses qui
qui nous passait même pas par la tête, ça fait 10 ans en arrière. Et c'est pour dire que voilà, aujourd'hui, il y a des prestataires qui peuvent faciliter et nous laisser nous occuper de l'essentiel qui est donc le travail, les enfants, la maison, et puis passer voilà, un agréable moment en famille ou entre amis. C'est exactement ça. Yasmine Hadid, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Dr Belbachir. C'était un plaisir de vous recevoir. Samia Khadim, c'est très agréable d'avoir une conversation avec vous, ainsi que Monsieur Hamouda. Beaucoup de bonnes choses aussi pour la plateforme Rendez-vous Toubib. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui j'ai passé un agréable après-midi, comme dans toutes les émissions, mais aujourd'hui un peu plus. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi. Excellente semaine à tous et à vendredi, Inch'Allah, si tout va bien. Au revoir.